On a fait un Google Form où vous pouvez poser des questions directes et c'est très bien. Et du coup, première question, c'était quand on a fait la vidéo sur le trouble bipolaire. C'était moi qui ai dit que j'ai un problème avec la Abilify 30 mg chez les patients bipolaires. Je pense qu'il faut faire la diff entre phase maniaque, phase dépressive, aiguë versus prévention. Et Mm. en fait, l'aripiprazole a montré une efficacité dans la phase aiguë maniaque. Oui, Sur la phase dépressive, ça marche pas. Ça marche pas non seulement parce que le placebo rattrape, tu te souviens, sur les 2 dernières semaines, mm. le placebo rattrape le groupe avec le traitement. Donc en fait, on dit que c'est un essai foiré, échoué, failed, parce que le placebo marche aussi bien que le traitement. Et en fait, ça avait duré 8 semaines. Et pour les prochaines phases dépressives, les laboratoires ont fait 6. OK? Parce qu'en fait, Mm. c'est la durée moyenne d'un épisode bipolaire Mm. dépressif qui vient un peu faire casser le truc. Et l'Abilify à des hautes doses pour les phases dépressives, ça marche pas. Ça, c'est clair et net. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, alors ça a été un peu arrosé par des key opinion leaders, là, mais maintenant, ils disent on fait aripiprazole faible dose. Alors pourquoi pas, mais sur la prévention des phases hautes, on sait pas trop ce qui se passe là. Donc c'est vrai que moi, je suis Puis moi, de pas mon expérience sur les phases dépressives, c'est pareil, un échappement, je trouve, hein. faible Ça dose. marche un petit peu au début et Pas puis comme après, ça... moi. Donc moi, honnêtement, j'ai un souci. Un, parce que les études sont pas claires sur le fait que tu peux faire les deux avec une dose satisfaisante. La tolérance métabolique sur le long terme de l'aripiprazole, elle est dégueulasse. Elle Mm. est pas beaucoup mieux que les autres. Euh, et Sur le long terme. sur Mm. le long terme, on est d'accord, c'est pas sur 6 semaines, hein. Mm. Et sur la prévention de tous les épisodes, quels qu'ils soient, en fait, les études sont des études de discontinuation randomisée. Et c'est pas compliqué, c'est quasiment toutes les études avec des neuroleptiques, des dopamines bloquants qui ont montré que ça marchait. Donc en fait, c'est pas compliqué, les études de discontinuation randomisée, c'est tu prends des gens qui ont répondu à l'aripiprazole, ceux qui n'ont pas répondu, tu les dégages, et ceux qui ont répondu, tu les randomises soit pour arrêter le médoc, soit pour continuer. Et du coup, tu mesures 2 fois la même chose. Tu mesures la réponse à l'aripiprazole la première fois, et quand tu l'enlèves, les gens vont moins bien. Mais ça veut pas dire que que t'es efficace sur la maintenance du Mm. prochain épisode. C'est dommage que la FDA approuve ce genre de choses sur la psychiatrie, mais bon, c'est comme ça. Donc en fait, à mon avis, l'aripiprazole 30 mg, c'est très compliqué à justifier. Et la pratique montre que ça marche pas. En Mm. tout cas, moi, mon expérience, c'est que ça marche pas. Après, moi, vu que je l'aime pas, je m'en sers en dernier. Donc, il y a peut-être un biais d'indication aussi. Mais moi, j'ai jamais trop réussi à faire marcher ça, honnêtement. Mais bon, pourquoi pas. Il y a Tamas Kelly qui le fait, qui dit que c'est parfait à petite dose. Moi, j'ai de la cathésie pleine balle. Enfin, j'ai des gens abrasés. Bah, c'est Enfin, ça, c'est surtout que c'est très mal j'ai pas toléré, vu je la diff, trouve, hein. hein. Franchement, j'ai pas vu Mm. la diff. Mais bon, ça, c'est mon avis. Mais voilà, il y a mon avis. Et puis l'avis de la littérature qui est qu'en fait, bah, il n'y a pas d'études qui arrivent à faire exister une bonne dose d'aripiprazole pour la prévention, le traitement et ensuite ça marche pas. C'est pas les mêmes doses, rien à faire. C'est quoi le problème avec les définitions de schizoaffectif? Bah, pour moi, c'est deux diagnostics qui peuvent survenir chez la même personne, mais c'est pas un diagnostic en soi, c'est vraiment juste décrire, il y a les deux en même temps. Et donc, en fait, il y a des patients qui se retrouvent schizoaffectifs, mais qui, en fait, ont un trouble bipolaire avec des éléments psychotiques lors des phases hautes ou des phases basses. Et ça, Mm. c'est pas un trouble schizoaffectif, Mm. Ça, c'est c'est un effectivement. trouble bipolaire, tu vois. Et donc, en fait, moi, j'ai un peu peur que schizoaffectif, ça permette de flouter encore plus les limites avec le trouble bipolaire et les troubles psychotiques, au sens psychotique chronique, Mm. et que du coup, ça vienne faciliter encore plus la prescription de dopamine bloquant. Et on a vraiment besoin de tout sauf de ça, tu vois. Et donc, en fait, la schizophrénie, il y a des antécédents familiaux, il y a une réponse au traitement, il y a une évolution spontanée, etc., qui sont bien caractérisées. Ça fait partie des vraies maladies du DSM. Le trouble bipolaire, pareil. Et en fait, si tu regardes les antécédents familiaux, la réponse au traitement, l'évolution naturelle du patient schizoaffectif,
Bon, en fait, c'est un mélange de ces deux maladies, mais c'est pas une entité Ouais, et puis la en soi. définition, elle est très floue. Il y a beaucoup de limites sur cette définition, notamment qu'on n'est pas obligé de faire de phase haute pour être diagnostiqué Et en plus, la schizoaffectif. définition, elle est Alors, du imbitable. coup, un schizophrène qui fait des dépressions peut être diagnostiqué schizoaffectif, alors que je crois que c'est C'est 70% 70% des de patients mémoire atteints de hein, schizophrénie, des schizophrènes qui font des dépressions. donc Donc, c'est c'est juste, absurde. donc c'est juste pas opérant du tout comme Alors, moi, j'utilise quand même le définition. mot schizoaffectif quand il y a le double Quand il y a les diagnostic. deux, voilà. Mais il Mais faut c'est avoir en pas, tête que c'est le double mais du coup, diagnostic. c'est pas du tout en diagnostic, c'est pas du, c'est en violation complète avec le DSM. Parce que pas pour me déplaire, mais c'est le DSM, c'est pas ça, hein. Le Oui. DSM, c'est des critères chelous là pour le trouble schizoaffectif. Bon, et les patients atteints de troubles schizoaffectifs, le traitement qui marche le mieux, c'est le lithium. Donc, je suis désolé. Ah, Je je suis suis pas désolé. tout à fait d'accord. Bah, Les vrais schizoaffectifs, bah si, si. schizophrènes Non, et maintenant, bipolaires. mais dans les études, un des trucs qui Ah oui, dans revient les comme études. aidant le Mais plus, dans les bah, c'est le études, comme lithium. les critères sont pas bons, tu peux pas vraiment Ah, bah, ça, c'est pas moi qui faut dire ça, hein. critiquer le truc. Mm. Donc, effectivement, moi, je pense que c'est un diagnostic qui nous sert pas sur le plan pronostic, qui nous sert pas sur le plan antécédent, qui nous sert pas sur le plan réponse au traitement, parce que c'est un mélange des deux. Mm. Donc, je pense que c'est plus simple de dire c'est un patient bipolaire avec des éléments psychotiques lors des phases hausses ou basses, ou alors c'est un patient atteint d'un trouble psychotique, et puis là, tu fais ton truc graduel. Et puis, s'il y a les deux, bah, il y a les deux, tu vois. Mm. Mais je sais pas combien on a de patients qui étaient schizoaffectifs, qu'en fait, qui étaient juste bipolaires complets, et on a viré les dopamines bloquants, ils étaient mieux. On les compte plus. Ouais, moi j'en ai un schizoaffectif. Ou deux. Bah, moi, j'en ai trois, quatre, Ouais, voilà, mais c'est c'est ça. vrai que c'est pas très C'est fréquent, pas fréquent. et en fait, enfin, la fréquence, elle est égale un peu à la fréquence de l'un pour la fréquence de l'autre, quoi. Alors, c'est Ouais, plus c'est ça. compliqué. C'est plus compliqué, puis il y a un spectre, hein. Il y a un spectre de troubles bipolaires, problématiques psychotiques, mais je pense que le DSM-5 répond pas du tout à ça, quoi. Mm. Celle-là, elle est pour moi, ça. Les fluctuations d'humeur qui sont réactionnelles éliminent-elles un diagnostic de trouble bipolaire? Alors, moi, je suis désolé, je vais faire le coup des pigeons. Ouais. Elle me plaît trop, celle-là. Elle me plaît trop parce que si vous filez, vous prenez des pigeons dans une pièce, je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais bon, c'est une bonne idée. Tu Mm. prends des pigeons dans une pièce et tu leur files à bouffer. Au début, les pigeons, ils font leur vie tranquillement et puis ils picorent leurs graines pépères. Et si vous faites ça assez longtemps, quand vous revenez, les pigeons, ils sont complètement frappés. Mm. Il y en a qui sont en train de s'arracher les plumes jusqu'au sang. Il y en a qui font des espèces de pirouettes, la tête entre les deux pattes et tout. Enfin, le pigeon, dingo, dingo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le pigeon a horreur du vide. Le pigeon pense que s'il est en train de se gratter l'oreille avec sa patte Mm. et que vous lui donnez à manger à ce moment-là, il fait le lien. Le pigeon fait le lien de cause et à effet. Et il est absolument pas fan du hasard. Et du coup, au bout d'une semaine, le pigeon, il est frappé, quoi. Donc, il essaye de tout faire pour que vous ayez de la bouffe. Quand vous avez un praticien qui soit psychiatre, psychologue ou coach ou père aidant ou ce que vous voulez, qui, parce que il s'est passé ça avant, ça veut dire que ce qui s'est passé ensuite, il y a un lien de cause à effet, c'est égal à faire le pigeon. Mm. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est des pigeons, ils sont complètement crétins, les pigeons. Et Oh. j'ai de l'avance sur vous. Alors, voilà, j'ai de l'avance sur vous. Ils ont fait ça chez les êtres humains aussi. C'est-à-dire qu'il y a un hémisphère qui reçoit le signal et il y a un hémisphère qui l'interprète. Vous avez dans les gens qui sont atteints d'épilepsie des problématiques d'épilepsie qui sont tellement graves que on n'arrive pas à gérer le souci et on fait une callosotomie pour éviter que le signal épileptique se propage jusqu'à l'autre hémisphère. Et en fait, le corps calleux, c'est ce qui lie les deux hémisphères, la droite-gauche, et c'est ce qui lie les deux hémisphères. Et donc, vous enlevez le corps calleux. Et là, c'est le pied parce que vous pouvez regarder, vous pouvez faire des études sur l'anosognosie, etc., que vous pouvez pas faire chez d'autres patients. Et en fait, chez ces patients, ils ont le corps calleux qui n'est plus là. Vous les prenez, vous leur donnez une image et vous leur donnez des images gore. C'est glauque, des images de guerre. Il y a du sang, des cadavres. Et du coup, ils vont commencer à stresser ou à pleurer, à pas être bien. Et là, vous leur demandez, bah, pourquoi vous êtes comme ça? Ah. T'as oublié un détail. Tu leur montres avec un seul œil? Non, Non. non, non, même pas. Ah, d'accord. Ouais, tu leur montes Ok. avec les deux. Mm. Et bon, ben, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Je suis pas sûr à 100%, mais je suis sûr, assez sûr.
Mhm. Bah, pourquoi vous êtes dans cet état? Pourquoi vous êtes triste? Et bah là, il sait pas, en fait, le mec, il sait pas. Il va pas dire, bah, je suis en train de voir des histoires, des images glauques là, parce qu'en fait, son cerveau n'a pas conscience de ça, ça ne communique pas entre les deux. Et donc, ils vont sortir des trucs et des machins et des bidules. Et donc, l'être humain Il faut est qu'il explique plus. comment ça? Oui, Bah, ils vont vous dire, bah, je suis mal, je me sens pas bien parce que je suis en train de penser à ma femme qui fait des pommes de terre horribles quand je rentre le soir, ou alors ma femme qui chauffe trop, j'ai trop chaud et ça me stresse, ou enfin, oui, ou ça, alors sur des exemples plus ou classiques, alors j'étais en train de je penser à suis en la train mort de de ma penser à la mère. mort de ma mère, ou je sais pas quoi, enfin des trucs, et du coup, ils rationalisent, ils rationalisent, ils rationalisent, et du coup, le cerveau humain est une machine à rationaliser, et c'est pour ça que le suicide ne peut être rationnel. Quand les gens sont dépressifs, ils vont vous donner des questions, des réponses, des explications, des trucs, des machins. Mais en fait, il n'y a pas de suicide rationnel quand les gens sont dépressifs. C'est aussi simple que ça, en tout cas, c'est mon avis. Et donc, quand les gens font des problématiques thymiques avec des phases hautes ou basses ou mixtes qui sont récurrentes, il va toujours y avoir un truc avant que vous allez pouvoir mettre en avant, soit vous, soit le patient, soit la famille, soit n'importe qui, pour justifier que ça va moins bien. Et d'ailleurs, ce qu'on retrouve souvent, je trouve, chez les patients, où ils trouvent pas de trucs qui déclenchent la dépression, et ben on remonte sur des trucs plus anciens, C'est ça, il n'y a pas de souci. Il y où en a, 5 ans après le décès du père, oui, c'est parce que mon père est c'est mort, ça. Ah ouais, non, mais c'est comme un ça. truc de dingue. C'est assez fréquent. Et les patients qui disent, ouais, mais là, il n'y a aucune raison, pour moi, en moyenne, ils ont 50 ans. Ça fait Oui, oui, 50 ans qu'ils oui. font des associations et ils finissent par faire que, bon, il n'y a pas trop de lien. En fait, C'est c'est ça. vraiment sans raison. Donc, c'est mon avis. C'est plus compliqué. Il y a des jeunes qui machin. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que une fois qu'on est stable, il n'y a pas de problème, hein. Enfin, je vais dire, moi, je peux me noyer dans un verre d'eau, genre, on m'a pas regardé, c'est que je suis qu'une merde quand je suis dépressif. Et après, là, on a fait 3 semaines de réa avec le nouveau-né intubé, ventilé, machin, avec les bip bip partout. Bah moi, je suis désolé, j'ai pas rechuté, j'étais machin, quoi. Oui, oui, t'étais pas J'ai dépressif. pas dépressif, hein. Triste, stressé, Triste, mais stressé, normal. mais le panel de réactions humaines, et donc, très clairement, c'est pas une raison. Et alors moi, je trouve que ça peut se voir quand les gens fluctuent dans leurs réactions, c'est-à-dire que il y a des gens il y a des patients atteints de cette maladie qui gèrent des troubles, des insultes environnementales, des injures environnementales De extrême, stress. du stress environnemental, hein. Ouais, mais toi, t'es un peu pointillé, ça. Ah, Genre, je sais pas, moi, ma fille est morte, machin, truc, muche, et bon, ils ont géré. Et puis 2 ans après, le voisin déménage et il s'effondre. oui, Enfin, ouais. et donc, voilà, quand il y a des variations dans la résilience comme ça, à mon avis, c'est un peu louche. Donc, de juste te dire, c'est réactionnel, donc c'est pas endogène, c'est faux, parce que les études ont montré qu'on pouvait plus faire cette distinction. Mm. Et deux, c'est simplifier un problème 10 fois plus compliqué. Et trois, c'est faire fi des capacités humaines du cerveau à rationaliser qui sont Mm. exemplaires. Bah, d'ailleurs, les études ont un peu réglé le problème, entre guillemets, en ajoutant la réactivité de l'humeur dans les Alors en symptômes des troubles plus, bipolaires. voilà. Alors en plus, dans le DSM-5, ils ont dit que sur les dépressions atypiques, qui sont peut-être plus présentes chez les patients atteints de troubles bipolaires, il y a la réactivité de l'humeur, à savoir les gens vont mieux quand ils sont stimulés sur le plan social, etc. Ouais. Je pense que c'est encore autre chose parce que là, c'est une fois que l'épisode est installé, est-ce que les gens sont réactifs ou pas, c'est encore autre chose Ah oui, moi je de te qu'est-ce parle qui plus va des études, mais déclencher. en général, pas que le DSM. Le DSM, il fait ça pendant les phases. Dans les études, on retrouve ça comme un trait permanent. Ah ouais, ok, Ouais, en plus. Ok. Bon, bah, donc vraiment, c'est pas bon. Donc non, je pense que si on attend que les gens fassent des dépressions de nulle part, c'est possible. Il y a des gens où il faut attendre 40 ans. Mm. Et ça me Et moi, paraît je un suis peu pas tard. d'accord avec faut attendre 40 ans ou 50 ans. Je trouve qu'il y a des patients qui s'en rendent compte dès le début et Oh, bah, il y oui, a oui, des il y en a. Et patients puis il y en a où ils s'en rendent compte jamais. Et et jamais. franchement, Voilà. C'est plus cette distinction, si tu moi, je fais les trouve que je stats, fais. J'ai pas l'impression qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte. Pour moi, s'il y en a qui se rendent pas compte, c'est à vie. ah, non, moi, il y en a qui me disent. Ah ouais? Sûr, ah ouais. En libéral, sûr, t'en as un paquet qui disent. Et alors, pourquoi, à votre avis? Et ils disent, franchement, je sais pas. Avant, il y avait toujours un truc, mais en vrai, là, ça fait Ouais. 30 ans que j'y suis. Bon, on a eu plein de fois. On a eu Ok. plein de fois. Que pensez-vous de phobies résistantes liées à la schizophrénie? Alors, je pense que c'est vachement compliqué. Ouais, Elle je comprends est, pas trop. bah, c'est un patient, je crois, qui a des phobies résistantes. Alors, le problème, c'est que là, à mon avis, il y a un problème de définition. C'est quoi une phobie? Ouais.
Et à mon avis, et c'est Et là qu'il comment faut ça du lié à la DSM, schizophrénie? C'est-à-dire lié aux hallucinations, au délire, bah, je sais pas, je crois que c'était plutôt associé à la schizophrénie, tu vois. Genre, t'as ta la schizophrénie comorbidité? qui est stable, et puis t'as quand même toujours ce problème de phobie. Euh, Et donc, donc c'est le ça rend un souci. trouble anxieux associé à Bah, la je sais pas du tout. Donc, ce qui est sûr, c'est que les patients qui ont des troubles psychiatriques vrais, entre guillemets, au sens maladie. Quand je dis vrai, c'est pas que ça n'existe pas. Les autres, schizophrénie. c'est que peut s'en servir comme classification. euh, les classifications et diagnostics étant la base de la médecine. Euh, les gens qui ont des problématiques type schizophrénie ou troubles psychotiques, il y a des problématiques anxieuses qui sont quasiment inévitables. Ne serait-ce que parce que d'avoir des craintes ou des peurs de persécution, etc., c'est anxiogène. Oui, bien sûr. Si ce n'était que ça, rien que pour ça, c'était dedans. Euh, les patients atteints de troubles psychotiques aujourd'hui en France, ils sont sous neuroleptiques, sous des deux bloquants. Ça, c'est une certitude. Ok. La question de comment est-ce qu'on gère quand il y a des problématiques anxieuses qui sont toujours présentes malgré tout, il y a la question du diagnostic. C'est quoi la phobie? Est-ce que c'est une phobie d'impulsion? Pour moi, c'est le diagnostic de TOC. Et ça, il faut de la thérapie. Il n'y a aucun doute qu'il faut faire de la thérapie. Ok. Je dis pas qu'il faut faire que ça, mais il faut qu'il y ait de la thérapie, c'est pas négociable. Si on parle de phobie spécifique, il faut de la thérapie. Si on parle de troubles anxieux généralisés, à savoir, je sais pas du tout gérer sur le plan cognitif mes angoisses, il faut de la thérapie. Et si Si on tu parle tapes de d'agoraphobie? l'agoraphobie, du trouble panique, etc., il faut des bases de thérapie. De toute Mm. façon, moi, mon avis, c'est que autant sur des problématiques de troubles bipolaires et de maniaco-dépression, il faut des médocs. Mm. Et la thérapie arrive en même temps, idéalement, mais après, sinon. Autant sur les phobies, nous, on fait de la pharmaco, là, mais il faut de la thérapie. Il n'y a pas C'est de doute. sûr. C'est sûr. Et alors après, la question, est-ce que du coup c'est lié à la schizophrénie, une phobie résistante? Est-ce que c'est lié au traitement de la Et donc schizophrénie? là, moi, je pense qu'il y a deux trucs importants. Il y a un, le traitement. S'il y a trop de traitement, il y a moins de place pour de la thérapie, C'est qu'elle ça. soit expérientielle et au fur et à mesure, vous arrivez à gérer un peu mieux vos angoisses, etc. Ou aider avec un thérapeute. Et deux, moi, j'ai plusieurs patients qui gardent un traumatisme de leurs Oui. hallucinations. Et donc moi, j'avais un patient qui était persuadé qui avait halluciné complètement sur la famille Gertrude qui allait venir le tuer. Et une fois qu'il était plus psychotique, il avait une conviction persistante que ça allait se passer parce que ça s'est imprimé comme pas possible. Et ça, c'est évolutif. Si on vous met un fusil à pompe devant les yeux, l'angoisse est telle que vous réagissez rapidement et c'est très important de réagir beaucoup plus vite que dans d'autres situations. Le problème, c'est que là, on a dû faire de l'exposition. Ouais, Ok. ouais. Et donc, en fait, on a fait plus que ça. On a dû réduire les doses parce qu'on considérait que c'était un symptôme résistant. Ça n'en était pas. Et on a dû faire de l'exposition. Et alors, après, on a fait, enfin, si vous arrivez à sortir, on vous paye le McDo, quoi. Tu vois. Ouais, bah oui, Donc, on l'a fait avec après, tout est bon, hein. J'ai Tout est fait faisable. pareil avec ma patient schizoaffectif qui a peur de se faire tuer dans son Bah, c'est sommeil, que sa ça. famille se fasse C'est tuer ça. et qui sortait pas de la maison. Et petit à petit, on l'a fait sortir. Et c'est ça qui fonctionne. Alors, il est toujours persuadé qu'on va le tuer dans son sommeil, mais il sort de chez lui. Donc, ça fait quand Donc, même. moi, mon avis, quand on parle de phobie persistante, liée à la schizophrénie ou pas, il faut que les gens soient très au clair sur c'est quoi de l'angoisse, c'est quoi de la peur, à quoi ça sert, comment je réagis, etc. etc. Vous appelez ça TCC, DBT, ACT, TCE, NTC, vous appelez ça comme vous voulez. Mais il faut que ce soit très clair que c'est un élément indispensable. Après, si ça suffit pas, on peut mettre des médocs, moi, il n'y a pas de souci, hein. Euh, et je rajoute juste que les études observationnelles avec les benzodiazépines sur les patients atteints de schizophrénie, ça marche pas terrible, voire le risque de problématiques suicidaires, etc., augmente. C'est l'inverse avec les antidépresseurs. Oui, oui, les antidépresseurs, ça Donc, marche je pas. pense que c'est l'occasion de rappeler que les bloqueurs de recapture de monoamine, les IRS, sont plus efficaces sur l'angoisse que la dépression. Et c'est particulièrement vrai s'il y a des problématiques psychotiques à côté, quoi. Mm. Donc voilà, j'espère que ça aide la personne à répondre à la question. Le diagnostic de bipolarité est-il possible chez l'enfant? Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on mette en place le réflexe
poser les questions de définition avant de répondre. C'est quoi un enfant? Est-ce que c'est de 5 à 10, 13? Est-ce que c'est jusqu'à 70, etc., Et c'est etc. quoi le diagnostic de Et c'est bipolarité? quoi le diagnostic de Est-ce que bipolarité? c'est fonction Parce que DSM? c'est ça. Parce que s'il faut faire une phase hypomane ou faire une phase maniaque chez l'enfant, oui, c'est possible. Quand ça se produit, C'est grave. souvent, c'est assez bruyant. Les pédopsychiatres n'en voient pas 50 000 par an. Mm. Et le pronostic est relativement réservé par rapport à des bipolarités qui se déclencheraient plus tard. Mm. Ok. C'est un espèce de processus génétique qu'on revoit un petit peu assez souvent. Ça, en plus, ça commence tôt, moins le pronostic est bon. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein, Mm. mais c'est toujours mieux de débuter ça plus tard. Quand il se déclenche, il y a une liste de comorbidités surréalistes. Il y a genre 5 diagnostics DSM-5 différents en même temps, je crois. Donc je pense que l'enfant bipolaire transgresse nos classifications Oui, complètement. allègrement. Mm. Moi, je pense que c'est possible sur quelque chose de franc, mais vous allez me dire, ça ne me sert à rien votre réponse. S'il est maniaque dans le service, Mm. c'est facile. Cela dit, j'ai un patient qui a fait une phase maniaque qui s'est présenté comme une agitation psychomotrice pure et qui avait des TOC. Et en fait, les TOC ont flambé. L'enfant a fait des semaines sans dormir sur des TOC. Il a été classant schizophrène. Il est maintenant sous lithium. On a plus progressé avec 2 mois de lithium que 5 ans de risperdal. Oui, bah. Ça, Bon, c'est reste en parce que, voilà, pédopsychiatrie. ça, c'est Mm. parce que la bipolarité juvénile en France, c'est pas un truc avec lequel les gens sont très à l'aise, Mm. mais c'est parce que c'est pas forcément très fréquent non plus, ça facilite pas. Le lithium, l'AMM la FDA a autorisé son usage à partir de 7 ans. Et donc, je pense c'est que le diagnostic doit être relativement faisable chez l'enfant parce que le lithium, il y a zéro enjeu financier, hein. Mm. Ça ne bénéficie à personne. Alors après, si le diagnostic n'est pas faisable, moi je pense qu'il faut émettre des hypothèses diagnostiques. Et je pense que on fait des statistiques bayésiennes. Bah, il faut y mettre des hypothèses diagnostiques, il faut y mettre des hypothèses de traitement, du coup, hein. C'est surtout Des hypothèses de parce que traitement. si vous êtes face à un pédopsie qui est un peu réticent à poser un diagnostic de trouble bipolaire, ce qui est plus que probable, malheureusement, on peut toujours discuter directement, objectif thérapeutique. Parfois, ça peut te permettre de débloquer des choses. Bah, en fait, non, parce que là, si t'es pédopsychiatre, t'as le tertian et l'aripiprazole. Et Ah oui, c'est après, vrai. t'es hors règle. Donc, mais là, c'est pas pour cracher sur les pédopsychiatres, hein, c'est pour cracher sur l'ambiance qu'il est possible en tant que prescripteur en pédopsychiatrie, parce que de toute façon, si tu mets du lithium à 12 ans, là, Mm. t'as tout le monde qui te tombe sur la tête, hein. Bah, c'est ça. Oui, 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 non, mais Mais, mais donc voilà, moi je pense qu'en fait, on fait des stats. On fait des stats. Le diagnostic est possible, oui, quand c'est facile, il est évident. Et après, c'est des stats, c'est quoi les chances qu'il y ait un patient qui soit atteint d'un trouble bipolaire à tel âge? Eh ben, en fait, c'est quoi les antécédents familiaux? Comment vont les parents? Comment vont les gros-parents? Est-ce que c'est d'abord des dépressions? Est-ce que c'est d'abord machin? Est-ce que l'hiver, ça change, etc. Et très clairement, moi, si j'ai un gamin, il se pointe si j'ai moi en consultation à 14 ans, votre père, c'est pas bon. Les grands-parents, machin, il y a de l'alcool, il y a du bidule. Tous les hivers, il est moins bien. Tous les étés, il pète la forme. Mm. Ouais, ça, c'est facile. C'est louche. Vraiment, c'est louche. Et donc, au-delà du diagnostic, effectivement, il y a les enjeux de traitement. Et là, les antidépresseurs, faut pas se foirer. Il y C'est a ça. des patients Mm. qui vont aller nettement mieux avec un antidépresseur et on n'en entendra pas plus parler. C'est 5% des patients à la louche. Les études sont impossibles à faire. Il y a aussi des gens qui vont se dégrader sur le plan de l'humeur et ils vont passer d'un trouble léger à un trouble plus sévère parce qu'il y a des antidépresseurs qui traînent. Et donc, en fait, c'est des questions qui doivent être discutées avec les parents et c'est un Mm. statistique probabiliste. Et donc, il y a deux. Est-ce qu'il est suffisamment suspect d'avoir un trouble bipolaire pour que je dégage la partie antidépresseur et que je passe à autre Ça. chose? Mm. Et en fait, c'est ça la vraie réponse. Le temps donnera la réponse à la question, hein. Oui, de toute Le façon. temps permettra de répondre. Si on n'est pas sûr maintenant, et donc des fois, faut attendre avant d'être sûr, des fois, faut se dire non, on le fait pas. Moi, j'ai un patient, il y a 1, 2, 3, 4, 5 suicides de patients bipolaires, et il vient et il dit, ah, j'ai des phases dépressives, je mets pas l'antidépresseur. Oui, c'est ça. Je Voilà. commence pas comme ça. Faut pas prendre de Je risques. commence pas comme ça. Faut pas se Ou tromper. alors, en tout cas, si vous voulez absolument essayer un antidépresseur parce que moins d'effets secondaires que d'autres traitements,
faut apprendre à surveiller le gamin Bah, c'est de ça, très 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 c'est près, quoi. faut être le risque étant le virage ou l'état mixte ou le Suicide. comportement suicidaire, Ouais. etc., etc., quoi. Donc c'est pas une connerie de mettre un antidépresseur, hein, c'est juste que ça doit se faire avec un contexte de probabilité qui C'est doit ça. être très clair pour tout le monde. Il Mm. ne peut en être autrement. Mais oui, c'est possible, Oui, c'est possible. mais pas la paroxétine. Alors, et par contre, jamais la paroxétine. Voilà, merci. Non, mais ça vient. Non. Jamais la paroxétine. On a dû le dire 20 fois. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus besoin de. Voilà. Que pensez-vous de mon traitement? Alors là, moi, je l'ai mise Ah parce oui. que je l'ai mise parce que les gens posent la question. L'évaluation d'un traitement, ça prend, franchement, ça prend 2 heures. Ouais, Et de l'expliquer aux patients, ça peut prendre parfois une vie entière. c'est ça. En fait, c'est pas mon traitement, c'est chez moi, avec mes antécédents familiaux, Mm. personnels, psychiques, psychiatriques, somatiques. Vu ce que j'ai eu avant, vu ce que je veux bien prendre, vu mes prises de sang, vu mes machins, vous pensez, bah, en fait, non, c'est pas possible. Soit vous faites une question et il faut m'envoyer le dossier médical et ça, on n'a pas le droit. Ouais. Soit je peux pas du tout vous répondre et c'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est impossible. Ah oui, oui, Et oui. quand vous voyez des gens qui disent, ouais, ce traitement, il est pas bon, comme ça, Méfiez-vous. c'est des crétins. Vous pouvez pas donner d'avis. Non, mais vous pouvez pas donner d'avis, c'est fini. Et nous, quand on vous dit, ouais, la Abilify à 30 milligrammes, machin, c'est pas bon, c'est que, c'est pas qu'on est des crétins, c'est que on part du principe que il y a des exceptions à tout ce qu'on dit. Oui. C'est une vérité universelle. On va pas s'emmerder parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Avant chaque phrase, de dire, attention, je vais dire ça, il y a des exceptions. Dans Il est 5% des évident. cas, ça marche pas. Il est évident qu'il y a des exceptions, mais il faut bien qu'on réponde aux gens, on est Oui, c'est d'accord. ça. Mais donc, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de traitement qui soit intrinsèquement mauvais, sauf peut-être la paroxétine. La paroxétine, je l'ai dit. C'est vraiment une saloperie. Excuse-moi. Non, mais voilà. Enfin, voilà, l'idée, c'est qu'on ne peut pas répondre. Il faut que les gens aient en tête que la question est trop compliquée. Et si vous avez des gens qui vous répondent, moi, je ferai extrêmement gaffe parce que Mm. ça me paraît pas très sérieux, quoi, à mon avis. Quel avis avez-vous concernant la pérédance? Ouais, attends, du coup, Mm. mon avis, ouais, c'est que le niveau global de la psychiatrie en France est extrêmement mauvais et que enfin, la formation te fait pas aidant, la formation te fait pas soignant. Mm. Tu peux être psychiatre et ne pas être soignant du tout. Mm. Tu peux être infirmier et ne pas être soignant. Et j'ai des gens qui sont soignants et qui soient psychiatres, patients, infirmiers, hôtesse d'accueil à l'HP, ça ne me dérange pas du tout. Mm. Et moi, j'ai toujours porté le message de les patients peuvent avoir les connaissances des médecins, les infirmiers qui bossent depuis 15 ans, ils peuvent avoir les connaissances des médecins, et les pères aidants, ils peuvent avoir des connaissances de psychologues, de qui ils veulent, c'est pas un souci. À mon avis, c'est pas un souci. Et je pense que de donner à ces gens-là, s'ils le peuvent, s'ils le veulent, plus d'influence qu'ils n'auraient et une nouvelle façon de rentrer dans le soin, ça me gêne pas, notamment parce que la qualité des soins est extrêmement faible en France, à mon avis. Après, qui les forme, comment on voit que c'est bien fait, etc., c'est un vrai sujet. Mais si tu fais ça, tu mets personne. Mm. Tu le fais un peu de personne. Donc les études, pour moi, elles sont pas franches de est-ce que ça marche pour tout le monde, pour le père aidant ou pas. Mais sur le principe, moi, j'ai absolument aucun problème hein, Ok. avec le père aidance. Alors, du coup, moi, mon problème, c'est que j'ai vu des pères aidants continuer la père aidance sans être équilibrés et que je pense que ça peut être délétère. Je Et dirais qu'elle est là la limite de la père aidance, mais moi, je te dirais, voilà. c'est que tu peux ne pas être équilibré et être aidant, à la limite, pourquoi pas. Moi, enfin, je veux dire, je me vois tout à fait arriver au boulot en étant dépressif à 30% et en Oui, disant, bah, écoutez, moi, j'ai qu'une envie. Par exemple, c'est de rester dans le lit, machin, mais je sais que ça marche pas. Je l'ai déjà fait 20 fois, ça marche pas. Et du coup, je viens quand même. Tu vois, tu peux mm, faire un peu de shaping comme ça. mm, Si t'es aidant, moi, honnêtement, ça me gêne pas. Après, tu vas me dire mm. comment tu décides si les gens sont aidants ou Bah, pas, mais tu vois, de voir quelqu'un galérer et de quand même se pointer au boulot, il y a des gens qui peuvent se dire, bah putain, ok, quoi, je fais ça, tu vois. Je laisse pas tout ah tomber oui, en me ça c'est disant, sûr je prends des que patients qui disent, bah, je suis pas à 200%, je vais pas au taf, je vais me faire virer. Tu vois, c'est plus compliqué. Mais c'est plus comment est-ce que tu choisis qui est aidant ou pas. Et mm, ça, on sait pas le faire dans les deux sens. À l'hôpital, on a des soignants qui sont pas aidants du tout, mm. qui restent quand même en faisant leur travail de sapin. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question ou pas, mais c'est notre avis. Là, c'est de la pharmaco. Que pensez-vous de la réduction des intervalles pour les injections intramusculaires avec de l'aripiprazole pour gérer les effets de fin de dose? Donc ça, c'est des gens.
Ils ont leurs injections toutes les 28 jours. Et le 27e jour, ils sont moins bien. Puis le 22e, ils sont moins bien. Et Mm. OK. Est-ce que c'est inutile ou dangereux? Alors, moi, il y a un sujet. Il y a, est-ce que. Alors, déjà, l'aripiprazole, quand on fait le switch de per-os vers injectable, on fait une prise de sang avant de faire le switch. Comme Mm. ça, on sait quel dosage plasmatique on Mm. a. Hop. C'est plus simple. Et une fois qu'on a l'état d'équilibre, on fait un dosage plasmatique et comme ça, on voit si à peu près on est pareil. Mm. OK. Parce qu'il y a une différence entre la personne qui, chaque fois, avant la fin, avant l'injection suivante, va moins bien, et quelqu'un qui allait bien et qui, puis, petit à petit, a besoin d'une injection de plus en plus rapprochée. On est d'accord? Ouais. Normalement, plus ça va, plus la demi-vie est longue. Mm. On est d'accord? Mm. Le produit Ça cumule. s'accumule dans le tissu graisseux et du coup, la courbe, la pente de décroissance est de plus en plus, est de moins en moins inclinée. Donc, il y a ça à préciser. Est-ce qu'on est en train, on a un effet d'échappement avec une tachyphylaxie ou est-ce que d'entrée de jeu, il y en a peut-être pas assez? Les études pour décider des 28 jours, elles sont très connes, hein. Tu prends les gens en moyenne et tu vois qu'à cette dose-là, machin, c'est à peu près la même chose. C'est ça. Donc, par définition même, il y a des gens qui vont pas du tout réussir le switch parce qu'il y en aura soit trop, soit pas assez. Ouais, c'est ça, c'est C'est une très clair, moyenne. c'est une moyenne. Il y a la question de la tolérance qui est pas la même si tu es de façon complètement continue ou si tu en prends tous les jours. L'accumulation, elle va se faire parce qu'à partir du moment où tu réduis les fréquences d'injection, tu augmentes la dose. Mm. C'est très clair. Ça, Et c'est du coup, sûr. ça va s'accumuler sur 5 demi-vies, Mais bon, donc sur 5 mois, quoi. si on en est à réduire les distances d'injection, c'est qu'a priori, on n'est pas assez efficace. Donc la question se pose de comment ça s'est fait, quoi. Donc là, en fait, la Mm. question, elle est compliquée. Est-ce qu'il était parfaitement stable et il n'y avait pas besoin d'augmenter les doses? Et quand je l'ai passé en IM, il y a eu besoin d'augmenter les doses au fur et à mesure. On peut dire que s'il y avait un échappement, il serait survenu avec la version Perros aussi. Peut-être. On n'est même pas sûr, mais peut-être. Tu vois. Bah, c'est ça. Le coup de la demi-vie, on a les demi-vies plasmatiques, on n'a pas les demi-vies cérébrales. Donc en fait, un, c'est une moyenne, et deux, c'est sur les demi-vies dans le plasma. Donc ça nous intéresse finalement que très peu. Donc après, on déduit que, mais c'est plus compliqué. Probablement que ça reste encore plus longtemps dans le cerveau quand tu as un delta de concentration aussi faible d'un jour à l'autre, comme c'est le cas avec la forme libération prolongée, Mm. en tout cas en intramusculaire. Donc, moi, pour personnellement, si jamais je vois qu'il faut réduire la fréquence des injections, je le fais une fois. S'il faut le refaire après, on a un souci. Oui. Clairement, on a un Mm. souci. On peut de la même façon espacer les fréquences d'injection. Oui. L'aripiprazole 400 mg, vous pouvez le donner sur 35 jours. Mm. Ça va se faire. Oui. Alors, il y en a peut-être un peu obsessionnels qui vont flipper parce que c'est pas comme sur le Vidal, mais Mm. ça va se faire. Il y a aussi la question qui se pose de où est-ce que vous l'injectez. Euh, les produits intramusculaires, il y a les produits aqueux versus les produits huileux. Grosso modo, les vieux, tels l'alcool décanoas, c'est un produit huileux. Les nouveaux, c'est des produits aqueux. C'est parfois plus Mm. compliqué, mais grosso modo, c'est ça. Et en fait, ça va faire une espèce de petite boule qui va aller se drainer. Donc, si jamais vous faites ça chez quelqu'un fait la maintenance chez Amazon, bah, il va drainer beaucoup plus vite que si vous faites ça chez quelqu'un qui est à la maison et qui fait pas grand-chose. Donc en fait, il faut aussi avoir une idée de à quelle fréquence il va y avoir une mobilisation du muscle et du coup une augmentation du débit sanguin parce que ça va modifier la demi-vie. Et du coup, on peut voir des trucs comme ça. Donc parfois, vous avez un patient, je sais pas, d'habitude, il fait rien. Et pendant le mois de l'été, il a fait les saisons, je sais pas quoi, il a passé son temps à ramasser du raisin, bah, c'est pas tout à fait pareil. Donc Mm. en fait, je sais pas si notre réponse aide ou pose encore plus de questions, mais, Oui. voilà, c'est une question. Donc il y a pas, Mais je pense qu'il c'est faut pas inutile, quoi. beaucoup s'appuyer sur la clinique si on n'a pas de dosage. Bah, c'est ça. Et puis après, moi, effectivement, il faut faire un dosage. Ça, à mon avis, c'est C'est le plus indispensable. simple, hein, franchement. C'est Ouais. indispensable. Euh, Mais c'est et rarement fait, c'est pour ça que je dis ça. c'est ça. Et si on veut modifier un peu la dose, d'espacer, ça pose absolument aucun problème, hein. Mm. Mais les études qui disent que c'est équivalent de chaque, c'est pas bon. Et alors pareil, quand tu fais les switches,
Il y a des patients, tu es obligé de blinder un peu plus avant de faire le changement vers Ok. l'injectable parce que les courbes de pharmacocinétique ne sont que des moyennes. Vous dites ne pas avoir eu de traumatisme infantile, mais vous Oui. dites ensuite avoir subi des douches froides sick. Ça, c'est un commentaire que j'ai eu sur ma vidéo que j'ai trouvé trop intéressant, honnêtement, parce que euh, c'est toujours le même problème. De quoi on parle? C'est quoi la définition d'un traumatisme? Et là, moi, je suis médecin, donc j'ai l'obligation dans ma pratique d'avoir une définition relativement consensuelle. Et donc là, c'est des exemples de violences sexuelles, physiques, etc., etc. Vous allez me dire, violence physique, de se faire traîner dans la douche froide, c'est quand même pas loin. Moi, je pense que le risque de parler de traumatisme et d'être aussi lax sur cette définition, c'est que tout le monde peut avoir un état de stress post-traumatique. Et en fait, dans le DSM-5, c'est le seul diagnostic où il faut qu'il y ait un événement conditionnel avant de Ouais. pouvoir parler du diagnostic. Du coup, c'est la porte ouverte effectivement à toutes les interprétations. Ce Bah, qui est je crois que sûr, c'est pas juste une violence physique, c'est une atteinte à l'intégrité bah, physique. la définition varie, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ça n'a pas été un traumatisme dans le sens où ça me paraissait plus qu'une nécessité à ce moment-là. Et puis, je J'emporte pense que c'est important aussi de laisser les gens décider ce qui est traumatique pour eux ou pas. À mon Hein. avis, il y a de ça. Alors, pas toujours, parce que tu vois, tu prends les gars à l'armée, si tu veux faire des études sur le PTSD à l'armée, bah, même si les gens sont pas traumatisés, tu peux dire qu'ils ont vécu un événement traumatisant. Oui, Mais donc, en fait, voilà, il y a, à mon avis, dès le début, là, une question de définition. Et dès le début, on va pas s'entendre si on parle pas de la même chose. Moi, je suis pas là pour décider si c'est un traumatisme ou pas, parce que honnêtement, ça, c'est un truc qui appartient à chacun, même si je peux ne pas être d'accord. Ouais, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est un traumatisme, mais on a le droit de pas être d'accord sur le sujet. Je parle de ça parce que vous n'êtes pas la première personne à trouver ça traumatisant, et en fait, c'était dans le secteur où moi mm, j'avais fait de la DBT, et donc c'est de la thérapie comportementale et dialectique. C'est une psychothérapie qui a une efficacité qui est renversante, tellement mm, c'est efficace quand c'est bien fait. Et il y a en fait un raisonnement scientifique et des études sur le fait que d'avoir un choc de température, entre guillemets, avec une douche froide, ou alors carrément un saut dans l'eau froide, et ben, ça diminue le tonus du système sympathique, et du coup, l'angoisse chute pas mal. mm. Ça dépend des gens, mais moi, j'ai des patientes atteintes de troubles borderline qui résistaient honnêtement à absolument tous les médocs, qui mettent la tête dans l'eau froide pendant je sais pas, 20 secondes, hein, qui font ça 2 minutes et elles vont beaucoup mieux. Et donc, en fait, non, ça n'a pas été un traumatisme. Je pense pas que mes parents l'aient fait par le plaisir. Je pense qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Et moi, c'est tellement pas traumatisant que maintenant, en été, je me fais des douches froides parce que j'aime bien ça. Donc, je suis pas sûr que ça rentre vraiment dans le traumatisme infantile, que ce soit d'un point de vue expérientiel, personnel pur. Ça te fait rire, toi. Ou même Oui, d'un parce que point de ça me vue. fait rire d'apprendre que tu fais des douches froides. Bah, en été, quand j'ai chaud, ouais. Alors, c'est plutôt souvent des douches chaudes. Oui, on est d'accord. Mais des fois, je fais des douches froides. Enfin, tu vois, je suis pas un traumatisé de la douche. Non, non, Clairement, j'adore le bruit. Je m'endors avec de la flotte qui tombe. Enfin, j'adore ça, quoi. chaude. Ah, qu'est-ce que tu me fatigues. Je suis fatigué. Ah non, parce que moi, je suis une grande adepte des douches froides. Voilà, ça. Ouais, mais toi, t'as pas été traîné dans l'enfance, et donc c'est QFD. C'est vrai. Voilà. Trouble bipolaire ou maniaco-dépression, quelle différence? C'est fondamental. La maniaco-dépression, ça a été diagnostiqué et mis en évidence par Créplin et d'autres avant. Et Créplin, il avait dit, OK, ces gens-là, ils ont tels antécédents, ces gens-là, ils ont telle évolution, ça commence à tel âge, ça s'aggrave ou pas, etc., etc. Euh, et que vous fassiez des phases dépressives cycliques ou des phases hautes cycliques ou des phases mid cycliques, vous étiez maniaco-dépressif. Et c'était ça. Et honnêtement, ça marchait pas mal. Lors du DSM-3, ils ont dit, allez, on va mettre un petit coup de polish à tout ça. Et ils ont créé le trouble bipolaire. Et en fait, ils sont plantés parce que dans le trouble bipolaire, ils ont supprimé les gens qui faisaient des dépressions récurrentes. Mm.
Et vu qu'au début, ils ont fait trouble bipolaire type 1 avec que des phases hypomanes, ils ont foutu dehors la majorité des patients qui avaient une maniaco-dépression. Et c'est pas grave, mais du coup, bah, ça n'a rien à voir. Mm. Maniaco-dépression et trouble bipolaire, ça n'a rien à voir. En fait, tous les maniaco-dépressifs sont bipolaires. Tous les bipolaires ne sont pas maniaco-dépressifs. Et Mm. ça ne représente qu'une infime partie. Ceux qui parleront de la cyclothymie et du type 2 machin, truc muche, c'est pourri, je suis désolé, c'est pourri. C'est un spectre. Je veux dire, soit tu fais 50 cases et tu fais type 1, type 2, type 9,5, type 9 3 quarts à Poudlard, soit tu dis maniaco-dépression. Ouais, franchement, je suis Oui, désolé. bah après, Après, il faut bien rembourser les gens, il y a des assurances, c'est il y a ça. des enjeux économiques et sociétaux, mais moi, ça, je m'en fous. Mm. Donc, maintenant, c'est là. Dans les bouquins sur la bipolarité, ils parlent de soft. Soft bipolar, vous appelez Soft ça. Et bipolar. par opposition à hard bipolar, où tu as la phase maniaque en C'est pleine ça. tronche. Bon, Mm. je suis pas fan. Et on parle pas de psychose maniaco-dépressive, on est d'accord? Ça n'a rien à voir. La psychose maniaco-dépressive, c'est un espèce de truc hermaphrodite qui n'a pas de sens. Voilà. On en parle de maladie On parle de maladie maniaco-dépressive. maniaco-dépressive et pas de psychose. Et donc, c'est parce que, eh ben, c'est comme ça que je pense qu'il faut faire. Voilà. Et du coup, aux gens, je leur dis, vous êtes bipolaire, vous vous retrouvez dans le trouble bipolaire, pas du tout. Et du coup, je fais impeccable, vous êtes en fait maniaco-dépressif. C'est ça. Vu qu'il y a des gens qui aiment bien des cases quand même, hein. Ouais, moi, j'aime ni l'un ni l'autre. C'est vrai? Moi, je dis, Bon. vous avez une maladie de l'humeur. Allez, très bien, c'est parfait. T'imagines, en maladie 1, vous avez quoi? Un problème d'infection. Eh ben, merci, docteur. Bah oui, mais c'est beaucoup plus représentatif, je Ouais, trouve. ça me va. Ça me va. Bon, les deux sont pas très opérants et Mm. moi, sinon, quand les patients sont pas chauds, je dis, vous avez un trouble de l'humeur non spécifié. C'est C'est la ça. même chose. Ah oui, oui, bah, c'est C'est ça. pareil. Mais je Ok. trouve que les gens se retrouvent beaucoup plus dans la Voilà, c'est ça, dysrégulation de c'est ça. l'humeur que Et- dans mais les de autres. toute Les façon, autres. en vrai, moi, les gens, ils sont pas forcément là chez moi pour faire des considérations de classification, etc. Enfin, dire, les gens, ils veulent Mm. aller mieux, quoi. Donc, Oui, c'est ça. il y a un moment où moi, je leur dis, écoutez, voilà, moi, je fais des stats, puisque vous me dites les stats, les probas pour que vous soyez amélioré par tel traitement sont plus élevés que par un antidépresseur Oui. entre guillemets, et pas foncicole, vous appelez ça cyclothymie, bipolaire, maniaco-dépressif, HPI, HPE, moldu, comme tu veux, mais à mon avis, l'enjeu, il est là. Je me mouche le nez parce que je suis malade, hein. C'est pas que je prends de la coke, j'ai eu cette question aussi. Ouais, c'est vrai. Un psychiatre s'expose-t-il à des sanctions s'il prescrit du méthylphénidate à un patient qu'il estime TDA, alors que le diagnostic ne colle pas tout à fait avec les critères DSM? La personne qui a posé les questions m'a coupé l'herbe sous le pied en disant, je sais que vous aimez pas le DSM. Donc, je vais essayer de ne pas répondre en lui faisant perdre du temps. Je ne supporte pas le DSM. Je ne comprends pas pourquoi le DSM est encore utilisé dans des problématiques aussi importantes qu'en pratique clinique. Je pense que c'est bien pour rembourser, mais pas en pratique clinique. La bonne Et nouvelle, c'est qu'il y a très peu de la psychiatres bonne qui font nouvelle, voilà. du vrai DSM en France, donc on n'est Donc, pas trop moi, les contrôlé. sanctions sur le plan légal, je n'ai aucune expérience. Mm. Néanmoins, j'ai l'expérience de quelques patients et l'expérience des collègues psychiatres que je peux entendre à la radio qui sont très psychanalytiques. C'est extrêmement Ah psychanalytique. oui, tout ce qui est dans les médias. Oui. C'est très, très, très psychanalytique. Ça m'interroge un petit peu, moi, mais pourquoi pas. Je donne mon avis, hein. Je ne vois pas comment est-ce qu'un avocat va ne pas pouvoir vous défendre si vous avez prescrit une molécule qui ne correspond pas tout à fait dans les critères du DSM. Enfin, si un avocat n'arrive pas à vous défendre, je change de métier. Je change de J'ai métier. pas compris. Bah, je vois pas comment. Est-ce que tu peux te faire attaquer parce que tu as prescrit quelque chose qui Ah, n'est pas tout à fait dans tu les parles du critères point de vue du DSM 100? médecin. C'est Ouais. ça. Et du coup, Mm. à mon avis, l'avocat vous fait sauter toute forme, enfin, toute crainte, en fait. Le, il y a une espèce de trip avec le méthylphénidate qui n'a aucun substratum scientifique. Le Xanax, Le Xanax est probablement au moins aussi préoccupant sur le plan de l'addiction, de la tolérance, de l'échappement, etc., que le méthylphénidate. Et pour mettre du Xanax, on n'a même pas besoin de mettre un Et diagnostic. pour mettre il y a des gens qui ont des benzos à vie prescrites tous les jours, alors même qu'on est en train de parler là, sans aucun diagnostic DSM. Mm. Il n'y a aucun souci. Et donc, je pense que les pharmaciens paniquent avec le méthylphénidate. J'ai des patients qui me disent que la pharmacie a dit que c'était de la cocaïne. Non.
Mmh. Non, juste non. Vraiment, non, c'est pas de la méthamphétamine non plus. Je veux dire, c'est un analogue structurel des amphétamines, mais genre juste non, quoi. Genre, Après, si vous faites avoir comme un gros noob avec un patient, qui a un TDA, moyen et qui en fait était accro à tout un tas de drogues avant et que vous lui donnez une méthylphénidate, là, ça peut se retourner contre vous. éventuellement, mais je vois pas ce qu'on pourrait reprocher. Donc non, vraiment, enfin là, la réponse à la question, c'est non. Il y a aucun diagnostic qui colle tout à fait avec les critères DSM. Non, c'est Si vous comptez les critères DSM et que vous regardez combien de présentations différentes il y a plusieurs milliers de présentations différentes. Et avec le méthylphénidate, bah, c'est pas plus dangereux qu'avec une autre substance, hein. C'est pas parce que c'est une substance contrôlée que c'est pas dangereux. Le propranolol, que c'est plus dangereux. Le propranolol, c'est beaucoup plus dangereux qu'une méthylphénidate, hein. Enfin, je veux dire, donc ça dépend qu'est-ce qu'on entend par danger. Est-ce que c'est le risque d'addition? Est-ce que c'est le risque de tolérance? Est-ce que de diversion? Est-ce que c'est le risque de mésusage, etc., etc. Mais je pense pas que sur le TDA, ça change grand-chose. J'ajoute qu'en France, les médecins libéraux n'ont absolument aucune obligation à poser un diagnostic puisqu'on n'a pas à coder ou quoi que ce soit. Alors, ouais, bah, Euh, tu as une obligation si jamais tu arrives dans le procès, oui, c'est j'imagine. ça. J'imagine, mais je suis même pas sûre. Enfin, Je de sais toute pas. façon, Je sais pas. on n'a même pas Moi, d'obligation de coder ou de je poser des je diagnostics, pourrais donc pas c'est que vous. ça doit pas être si important que ça, Je je pourrais pense. pas vous répondre, mais je vois pas comment ça pourrait être le cas, honnêtement. Ça me paraît impossible, honnêtement. Ça me paraît complètement impossible. Comment mettre à jour ses connaissances pour un médecin en schizophrénie, en particulier pour les traitements? Mm. Moi, honnêtement, pour les traitements, j'aurais acheté le Maudsley. Oui. Vraiment, parce que la schizophrénie, le problème, c'est pas les traitements, parce que les traitements, en fait, c'est un peu tous les mêmes, surtout en France. En fait, en France, les nouveaux antipsychotiques, on a l'aripiprazole et puis on va avoir le brexpiprazole, mais on n'y a pas droit. On n'y a pas droit. Alors peut-être qu'on aura, comme la kétiapine, 20 ans de retard. Donc si je compte Mm. bien, en 2040, on aura les nouveaux antipsychotiques. Mais si vous vous mettez à jour sur les traitements, vous allez acheter un bouquin qui parle de traitements que vous ne connaissez pas de toute façon parce qu'on ne les a pas dans le pays. Ça va être du fric et du temps perdu. La schizophrénie, le parti traitement, à mon avis, est assez simple, honnêtement. C'est quand même pas très compliqué, franchement. Oui, Il n'y a pas 36 pièges, tu vois. non. Il faut mettre de la clozapine après deux Oui, essais. c'est ce que Enfin, j'allais dire. Oui. c'est vraiment, je pense que c'est pas compliqué. Faut gérer le poids, mais enfin. Oui. Donc moi, il y a le Maudsley qui va sortir, la nouvelle édition en mai, là, qui est un bouquin de base pour la psychopharmaco. Quand je dis de base, c'est pas que il y a pas tout est pas vrai, mais c'est une bonne base. Voilà, Mm. c'est une bonne base. Il y a aucun blabla, aucun machin. C'est juste une bonne base. Donc moi, je ferais ça. Ça coûte ça 60 euros. Mm. Il est impensable de bosser la psychiatrie sans connaître ce qu'il y a dans le Maudsley. Ouais, c'est même pas connaître, c'est sans avoir son Maudsley à Sans côté de avoir soi, en auquel fait, on peut s'y pour, référer. Ouais, voilà, pour s'y vraiment, je ferais référer. ça. Il y a la liste de tous les effets secondaires qui sont quantifiés pour quel antipsychotique, etc., etc. Donc moi, vraiment, j'aurais fait ça. Et après, si une fois que vous maîtrisez ça, vous voulez des trucs plus poussés, j'en ai d'autres, mais franchement, tu veux réduire les dépenses de soins de santé en psychiatrie, tu fais passer à tout le monde un examen, voir s'ils ont lu le Maudsley, tu as des prescriptions de lepticure, des Mm. trucs qui s'améliorent, c'est pas possible, hein. Mm, mm. Donc clairement, moi j'aurais fait ça, c'est extrêmement rentable. C'est les 60 euros les mieux dépensés de votre vie Ouais. en tant que praticien. Faut lire l'anglais. Pour Ouais. mettre vos connaissances en schizophrénie en français, j'en ai pas. Il y en a peut-être, mais je n'en ai pas du tout. Et puis voilà, schizophrénie en général, non, je sais pas si c'était surtout les Et puis traitements, la mais... schizophrénie en général. Bah alors la schizophrénie en général, moi j'ai un bouquin superbe qui fait 600 pages qui est sorti là. Je mettrai un lien sur le commentaire de la vidéo. Il est incroyable, hein. Honnêtement, ce bouquin, il est incroyable. C'est celui-là pas? Non, c'est pas celui de l'APA. Ah, il y a le bouquin de l'American Psychiatric Association sur la schizophrénie de l'APA qui est pas dégueu, hein. Ouais. Ouais, franchement, il est pas dégueu. Je mettrai les deux. Et le mien, bah le mien il est bien, mais enfin, faut se lancer dans Harry Potter, quoi. Mhm. Donc, mais c'est ça, franchement, c'est ça. T'es un moldu avant d'avoir lu et après tu. Doit-on parler de sa maladie ou de son trouble mental à son travail? Et si on en parle, quels sont les risques à part se faire virer? Alors, de façon très claire, je vais répondre de façon très claire et absolue. Ça dépend toujours. Moi, je ne l'ai fait que à partir du moment où j'étais un peu intouchable. Les fois où je l'ai pas fait,
je pense que ça aurait été une catastrophe. Il y a aussi des fois où on l'a fait pour moi. Je suis arrivé dans un service où tout le monde savait que j'étais bipolaire ou presque. C'était pas agréable du tout. Non. C'était pas agréable du tout. J'avais le chef de service qui me disait: «Ça va Mickaël, t'es pas trop haut?» tous les jours. Enfin, c'était c'était médiocre. Et les patients qui Chef de font service qui lui-même était pas net, je sais pas, net, ouais, c'est c'était encore un peu meilleur. louche. Les patients qui font ça, en moyenne, c'est un désastre. Je Ça se suis passe très bien. désolé, en moyenne, c'est un désastre. À mon avis, faut enfin, si vous le faites, faut être prêt à peut-être se faire discriminer parce que la Mm. discrimination est une réalité. Enfin, je veux dire, c'est une évidence à ce stade, personne ne vous dira le contraire. Être prêt à se faire virer, être prêt à se faire Bon, humilier, à ceci perdre dit, des si vous vous potes. faites virer, vous pouvez le prud'homme, hein, parce que c'est Oui, en totalement. théorie, oui, mais quand tu te fais en théorie, oui, mais ils le font pas. Je veux dire, c'est Mm. les patients psychiatriques portent pas plainte souvent. Enfin voilà, moi en moyenne, je le ferais pas. Je le ferais que aussi dans une position un peu intouchable. Et même là, faut pas se planter, hein. Parce que ça se trouve, moi, je me fais virer parce que l'ordre des Mm. médecins trouve ça inacceptable que je dise que le travail en secteur est insuffisant en termes de qualité de soins. Je sais pas, je suis le meilleur conseiller sur ce sujet, mais à mon avis, au mieux, il se passe rien. Au pire, ça vous explose à la tronche comme vous l'avez pas vu. Donc peut-être qu'en 2200, Mm. il faudra le dire, et puis les gens feront plus gaffe et on aura un travail un peu adapté. Là, Je pense pas qu'il y ait besoin d'attendre aussi longtemps. Je trouve que la nouvelle génération est vachement plus ouverte sur les maladies mentales quand même. Mais ouais, bah, faudra le dire aux employeurs de mes patients, ils sont pas au courant, hein. ben, c'est pas la nouvelle Ouais. génération, les employeurs de tes patients. Ouais, alors on Hein. verra, on verra. Ouais. On verra, on verra. Comment, selon vous, les réseaux sociaux amplifient le faux self? Alors moi, je fais pas de réseaux sociaux, donc je pourrais pas vous dire. LinkedIn, quoi. Je fais LinkedIn et sur LinkedIn, je vais commencer à poster mes conneries parce que je poste tous les 2 jours. Regardez, j'ai fait ça, les gens vont mieux, regardez-moi. Je pense que ça donne vraiment pas un bon exemple de comment je peux bosser. Et j'ai aussi fait énormément de conneries. Et moi, je pense que. Alors, en fait, c'est pas ce que je pense, c'est. Là, c'est pas une question de psychiatrie, on est d'accord, hein. Ça n'a rien à voir avec la psychiatrie, ça. La Mm. psycho, sociale, ça n'a rien. Donc, je suis pas compétent. Je vous donne mon avis quand même parce que si on parle que des trucs compétents, on s'emmerde. Il y a un asynchronisme sur les réseaux sociaux. Moi, vous allez me voir dire des trucs que, en fait, j'ai préparé en 2 heures ou trois. Alors, en fait, moi, je fais pas ça, mais il y a des gens qui préparent 2 heures ou trois, c'est chiadé, machin, truc, muche. C'est très différent de ce que les gens sont capables de faire en vrai. On a fait un entretien avec Maxime, là, on a fait une enregistrement où il y a un moment, il dit, ouais, on prend jamais le pouls quand les gens sont close-upin ou etc. Alors moi, j'ai découvert que visiblement avec lui, je le faisais pas assez souvent pour qu'il se dise ça, Mm. mais je l'ai pas, vous voyez, je l'ai pas coupé, je l'ai pas modifié. Enfin, chaque fois, c'est donné quasiment sans retouche. Ou alors, s'il y a des retouches, c'est pour que ce soit un peu plus clair pour les gens. Mais la dégradation sur le plan santé mentale, pas psychiatrique, hein, sur le plan santé mentale des gens quand les réseaux sociaux sont utilisés est, à mon avis, très clair. Oui. Tu as des études où tu fais la thérapie en direct avec les patients versus en réel et ça marche moins bien. Et donc, en fait, il y a dans des interactions sociales quand les gens En sont direct présents avec les en patients? direct, pardon, en direct à distance Ah oui. sur Internet, et puis en présentiel, et ça n'a rien à voir en termes d'efficacité. Donc, enfin, je pense que c'est pas, je pense, c'est les interactions sociales sont faites d'éléments que tu ne peux pas avoir lors des réseaux sociaux. Et en plus, il y a un asynchronisme qui fait qu'on est sur des interactions qui sont enfin, c'est même pas que c'est pas que c'est factice, c'est que je sais pas comment ça s'appelle un réseau social, si tu veux. Il y a rien de très social là-dedans, Eh, à mon avis. Mais ça, c'est que mon avis. Et moi, je suis sur LinkedIn parce que l'Ordre des médecins m'a conseillé de médiatiser parce qu'il y avait un paquet de choses qui déconnaient et qu'eux, ils étaient à court de ce qu'ils pouvaient proposer. Mais je suis pas du tout convaincu que les réseaux sociaux, tels que moi je les imagine, soient une bonne chose. Je sais pas si tu as un avis à donner sur le sujet. Moi, je suis vachement plus sur les réseaux sociaux. En soi, je pense que l'âge joue pas mal parce qu'on n'a pas baigné dedans quand on était petit. Donc, à mon avis, ça joue un peu. Par contre, je vois mes patientes, surtout, Ah, c'est vrai que c'est terrible. ouais, C'est terrible. euh, qui ont des problématiques de troubles du comportement alimentaire, qui ont beaucoup, beaucoup de problèmes avec les réseaux sociaux parce que le problème étant que à partir du moment où elles commencent à s'intéresser
de près ou de loin aux problématiques alimentaires. Les réseaux sociaux les bombardent de nanas. Position de Ouais, vidéo, machin, oui, c'est etc. ça. C'est vrai. Et je sais pas, je suis pas sûr que ça améliore vraiment les chances de rétablissement Je ou de pense machin. pas. Je pense que c'est J'ai pas pas les ça, stats, ça mais cause pas le problème entièrement, mais je non, mais pense est-ce que que ça ça aide pas. participe pas à une forme d'entretien? Je sais pas du tout. C'est pas Je sais pas du tout. impossible. En tout cas, voilà. Je Moi, pense je que pense c'est que surtout là-dessus, moi, que j'ai vu des dégâts. Enfin, ouais, ça, en des tant que patient, patients, ouais. avec des patients qui me disaient vraiment, mais vous vous rendez pas compte, il y a que ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que moi aussi j'y suis, c'est pour pouvoir leur dire que non. C'est parce que elle regarde ça qu'il y a que ça, parce que moi j'ai pas un fil de vidéos. Oui, mais t'as pas posé la question 3, 4 fois Ben c'est sur ça, oui, mais Twitter. justement, mais c'est pour leur répondre que non, c'est parce que elle regarde. Elles ont regardé. Après, tu regardes une fois ou deux et après, c'est fini, hein. Ah C'est bah un c'est sûr, cercle ouais, vicieux. ouais. Donc, c'est vrai que enfin, c'est crucial parce que autant ça, c'est pas une question de psychiatrie, autant nous, nos patients, il faut qu'ils puissent avoir des contacts sociaux. Et effectivement, les réseaux sociaux, sur le plan de l'humeur, ça n'a rien à voir Mm. avec le fait de rencontrer des gens de visu, etc., quoi. Je sais pas comment ça, si ça répond à votre question. Si je la relis là, très clairement, je pense que pour moi, en tout cas, c'est très facile de commencer à avoir une espèce d'amplification de l'ego ou Ouais. d'un self un peu différent si je commence à regarder ce Ah. que je mets, etc., etc. Parce que Ce qui était intéressant aussi, c'est que tu avais un jeune qui vivait un peu via ça et du ah coup, oui, c'est vrai qu'on avait eu ça où ouais. c'était vraiment un vrai sujet. Je sais pas comment répondre à cette question. Où on avait un jeune qui avait pris de l'envol sur le plan médiatique En en filmant sa filmant dépression. sa dépression et ses comportements parasuicidaires. Et il y avait eu de plus en plus de vues. Et il avait bien dit que c'est vrai que maintenant, il s'est un peu construit autour de ça et il savait pas trop comment s'arranger. Et c'est vrai que enfin, je pense que ça pose des problèmes. Autant il y a des manifestations de troubles psychiatriques qui sont les mêmes un peu à travers les âges, qui sont médiés par d'autres vecteurs, etc. Autant là, il y a des éléments qui, moi, m'échappent hein, parce que j'ai aucune étude dessus et mon expérience est plus inquiétante qu'autre chose sur les réseaux sociaux, Mm. que ce soit sur le faux self ou sur d'autres sujets. Voilà, donc si vous voulez poser des questions, il y a le lien dans les commentaires. Moi, je trouve ça cool comme principe, hein. Ouais. On va voir si ça prend ou pas. Mm.